m'intéressent beaucoup, c'est-à-dire des gens qui ont pas mal. Et je pose toujours la question de savoir pourquoi, malgré que vous soyez assis depuis maintenant quelques heures, vous n'avez pas mal aux fesses. Donc, il y a des constats et qu'il y a des gens qui ont pas mal. Et pourquoi ils pourraient ne pas avoir mal? Simplement parce que ça peut être lié au sexe. Hein. Les femmes ont plus mal que les hommes. Peut-être que c'est lié à la nature du stimulus, à son intensité, à sa durée. Peut-être que c'est lié au contexte. Hein. Et alors on va parler de facteurs psychocognitifs. Et puis peut-être que c'est parce qu'il y a autre chose qui se passe. Et qui se passe ailleurs. Alors, il y a des contrôles modulateurs, manifestement. C'est qui se passe aussi. Il y a un système qui va contrôler la nociception qu'on peut subir. Et cette modulation, elle va se référer à l'ensemble des systèmes qui vont contrer le message nociceptif. Et ça pourrait expliquer ces variations individuelles, c'est-à-dire que finalement, est-ce que c'est pas parce qu'il y a des modulations différentes qu'il y a des perceptions différentes? Alors, on va essayer d'étudier cette modulation, parce que cette modulation, elle peut être en plus ou en moins. C'est-à-dire qu'on peut peut-être avoir des systèmes qui fabriquent plus de douleur qu'on en a perçu par la simple nociception qui est transmise de la périphérie vers le cerveau. Et donc, on a repéré plusieurs structures encéphaliques, et ces structures encéphaliques, elles ont des activités qui sont parfois contraires, c'est-à-dire que par moments elles vont être inhibitrices et par moments elles vont être excitatrices. Alors, comme contrôle modulateur, eh bien on a les... Comme contrôle modulateur, on a quoi? On a finalement ce qu'on connaît, le biais de contrôle, hein, la périphérie, etc. Alors, je vous rappelle quand même que le biais de contrôle, c'est un concept, et puis qu'on n'a jamais démontré quoi que ce soit au niveau anatomique. On a des contrôles cognitifs et comportementaux. Si vous êtes très stressé, si votre vie dépend absolument de votre échappée, eh bien vous réussirez à vous échapper malgré une fracture de jambe. Et puis, il y a toute cette batterie de contrôle inhibiteur descendant qu'on peut avoir et qu'on peut donner très régulièrement. Alors, dans ces contrôles inhibiteurs descendants, il y a une fraction de ceux-là qui sont représentés par ce que Daniel Lebars avait évoqué il y a déjà quelques dizaines d'années, et qui s'appelle les contrôles inhibiteurs diffus nociceptifs. C'est-à-dire, vous avez mal à la tête, je prends une batte de baseball et je vous fracasse le pied. Vous avez mal au pied, mais beaucoup moins à la tête. Le problème, c'est que ça ne dure pas très longtemps et je suis obligé de recommencer à vous taper sur le pied pour que l'efficacité de ces contrôles modulateurs. Et donc, à côté de ces contrôles inhibiteurs diffus nociceptifs, vous avez d'autres contrôles inhibiteurs, des contrôles inhibiteurs opioïdergiques, vous les connaissez, et globalement, on a essayé de modéliser, de conceptualiser cette modulation par ce qu'on appelle la modulation conditionnée à la douleur. Et conditionnée, ça veut dire certaines choses, en particulier qu'on va aller stimuler un site nociceptif, va amener une nociception, qui va être le stimulus conditionnant, et on va stimuler un autre site qui sera le stimulus conditionné, et la résultante obtenue en termes d'intensité de la douleur sera liée à la fois à la nociception, mais également à ces contrôles modulateurs, ce qui va nous donner une globalité qu'on appelle psychophysique, c'est-à-dire qu'on admet que dans ce contrôle modulateur, il y aura toute la dimension qu'on va qualifier de psychologique, mais associée au contrôle modulateur, inhibiteur, purement physiologique, quoique tout soit physiologique en fait, et donc il n'y a pas de différence à faire. Et donc, l'intérêt de ces contrôles modulateurs, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il pourrait être un système d'évaluation des capacités que chacun a à altérer le message nociceptif, à le bloquer, à l'empêcher. Et ça peut, bon, même si le concept est un tout petit peu barbare parfois, ça peut avoir une réalité clinique par l'évaluation que ça peut provoquer.
Alors, comment on fait? Vous voyez, c'est pas très difficile. Il y a plusieurs modèles. Et selon les modèles expérimentaux qu'on va utiliser, eh bien, on a des résultats qui sont parfois contradictoires ou divergents. Habituellement, la stimulation conditionnante, c'est-à-dire le stimulus nociceptif qu'on va appliquer, on va l'appliquer au niveau d'un avant-bras, alors ou d'une main. L'avant-bras, on va mettre un brassard dessus, on va serrer jusqu'à ce que ça fasse mal et jusqu'à ce qu'on atteigne une certaine intensité de la douleur. Et cette intensité, selon les manips, ce sera entre 40 et 60 sur une UV, sur 100. Ça peut être aussi plonger la main dans l'eau chaude, plonger la main dans l'eau froide. Et c'est le stimulus conditionnant. On vous apporte de la nociception sur un territoire, et comme toute nociception, eh bien l'information va remonter jusqu'au niveau cérébral, va être traduite et va entraîner des réactions. Alors la réaction c'est j'ai mal, mais aussi je vais essayer de moduler je vais entraîner les systèmes inhibiteurs. Pour contrôler l'existence de ces systèmes inhibiteurs, eh bien on va vous donner une stimulation dans un autre site. Il faut absolument que ce site soit hétérotopique, et on va aller appuyer, on va exercer généralement une pression sur un autre site. Alors on peut prendre l'avant-bras de l'autre côté, ou alors on peut mesurer un réflexe type R3, ou alors on peut mesurer une réaction à la chaleur, à condition que ce soit hétérotopique, et on va évaluer cette douleur, cette intensité de la douleur sur le site hétérotopique. Bien évidemment, on a mesuré l'intensité de la douleur provoquée par la stimulation. On provoque toujours le même stimulus et on provoque un train de stimulation et on fait la moyenne entre ce qu'on a obtenu avant, ce qu'on a obtenu après, on fait la différence et puis on moyenne les résultats. Ça c'est un autre modèle avec, donc vous voyez, l'utilisation de cette stimulation avec le contrôle hétérotopique, avec des constats quand même, parce qu'il y a beaucoup de manips qui ont été faites, et cette modulation contrôlée par le conditionnement, elle n'est pas liée à la sensibilité à la douleur. C'est véritablement quelque chose qui est assez indépendant, et c'est ça qui est intéressant. C'est modulé par le contexte psychologique. Le catastrophisme, et je vous en parlerai parce que c'est un truc que j'aime bien, mais le catastrophisme, c'est véritablement ce qui est associé à ces contre-modulateurs, et c'est ce qui va les perturber. Et ça, c'est repéré tout le temps. Et donc, quand on fait une échelle de catastrophisme en préopératoire, bien évidemment, ça a un intérêt parce que c'est quelque chose qui va participer à la modulation de la douleur. Alors, il y a des facteurs qui vont renforcer ou diminuer ces contrôles-modulateurs. Si vous êtes jeune, si vous êtes mâle, si vous êtes en période ovulatoire, lorsque vous êtes femelle, bien évidemment, ces contrôles-modulateurs sont renforcés. Par contre, chez la femme âgée, eh bien, ces contrôles modulateurs, ils sont plutôt altérés et ils sont plutôt plus faibles que chez l'homme. Alors, il y a des facteurs génétiques qui modulent aussi, hein. Donc l'un des facteurs génétiques, c'est le gène de la sérotonine. Autre facteur important, c'est les attentes. Si vous conditionnez votre patient avec le stimulus nociceptif, donc le stimulus conditionnant, et que vous lui dites « ça va vous faire très mal », eh bien vous modifiez les résultats. Donc vous renforcez l'inhibition des contrôles inhibiteurs par un discours qui va être perturbant sur les attentes que peut avoir le patient. Et ça implique automatiquement que si on... Parce que dans l'avenir, ce qui serait souhaitable, c'est qu'on réussisse à faire des évaluations en clinique, très rapidement, et bien évidemment, il faut avoir un certain comportement pour l'évaluation pour éviter de modifier tout ce qui est du domaine des attentes vis-à-vis d'un stimulus nociceptif. Alors, c'est basé sur quoi, ces machins-là? Donc, c'est basé sur un ensemble de choses, avec la modulation et l'inhibition du message nociceptif au niveau encéphalique. Ça passe bien par le subnucleus reticularis dorsalis, et c'est lui qui va être à l'origine des
des contrôles inhibiteurs diffus nociceptifs tels que Daniel Debars les évoquait, les DNC. Ça passe aussi par la substance grise périaducale qui va favoriser la sécrétion d'opioïdes. Ça passe par l'intermédiaire de la substance réticulée de noyau rafémagnus. Ça passe aussi par les voies opioïdergiques, bien sûr, mais ça passe aussi par les voies sérotoninergiques. Je vous rappelle que la sérotonine, c'est tantôt excitateur, tantôt inhibiteur, et ça passe également par les voies noradrénergiques. Voies noradrénergiques qui sont plus ou moins contrôlées, plutôt plus que moins d'ailleurs, par le locus coeruleus. Système opioïde qui va évidemment modifier la perception de la douleur, vous savez, avec des endroits où les opioïdes vont être excitateurs, des endroits où ça va être excitateur de cellules inhibitrices, c'est quand même un petit peu compliqué. Ce que King's a constaté, c'est que en fait, ces contrôles modulateurs conditionnés, eh bien, ils étaient dépendants de cette activité opioïdergique. Et la manip traditionnelle, c'est on met de l'analoxone et on regarde ce que ça fait. Tiens, c'est moins efficace parce qu'on a mis de l'analoxone. Donc, si c'est moins efficace parce qu'on a mis de l'analoxone, c'est que l'opioïde peut être quelque chose d'impliqué là-dedans. Et puis, c'est des études de Hermans qui contrôlent, qui constatent dans ces pathologies qu'on rencontre tous en consultation douleur. Vous savez, ces pathologies qui semblent s'intriquer un petit peu. Vous allez avoir le fibromyalgie, puis il y a aussi la vestibulodynie, où il y a ce qui a été appelé, ce qui reste parfois appelé la cystite interstitielle. Tous ces phénomènes qui semblent s'intriquer chez des patients qu'on va dire, bah, tiens, il y a une sensibilité qui semble exister, une sensibilité croisée, et donc qui va amener, eh bien, on constate que, en cette occurrence, les contrôles modulateurs conditionnés sont altérés. Alors, il y a aussi un rôle du système nerveux autonome. Alors ça peut être intéressant pour les anesthésistes qui utilisent l'ANI. Il faut se poser des questions à ce niveau-là, justement. C'est que la réactivité cardiovasculaire semble corrélée, alors ça ne veut pas dire qu'il y a causalité, ou réciprocité, semble corrélée à la réactivité cardiovasculaire semble corrélée à ce qui est de l'efficacité de la modulation contrôlée conditionnée. Donc, c'est des choses qu'on a retrouvées. Un autre, les neuromédiateurs impliqués, je vous l'ai déjà dit, c'est noradrénaline, toujours inhibitrice des récepteurs alpha-2, ce qui justifie votre utilisation de clonidine. Des douleurs chroniques qui vont, dans certaines pathologies, diminuer la concentration en noradrénaline, la sérotonine qu'on a évoquée, la dopamine également, où l'administration d'apomorphine va perturber le fonctionnement de ces contrôles modulateurs. Les opioïdes endogènes. Alors, toujours l'analoxone qui est impliqué, les endocannabinoïdes qui sont donc des molécules qui sont retrouvées régulièrement, qui n'ont strictement rien à voir avec le cannabis dit thérapeutique, qui vont avoir une action antinociceptive qui pourrait être liée à une augmentation de ces contrôles modulateurs conditionnés. Au total, en clinique, cette modulation conditionnée semble véritablement être un facteur et un marqueur psychophysique. J'insiste sur le côté psychophysique, puisque c'est véritablement une résultante de cette modulation de l'activité d'un individu à être capable de gérer un message nociceptif et de le contrôler plus ou moins. Alors, globalement, on réussit quand on réalise une manipulation standardisée, c'est-à-dire dans des groupes
de patients, peu importe de quelle origine il soit, mais si vous réalisez toujours la même manipulation, avec toujours le même stimulus conditionnant et toujours le même stimulus conditionné, eh bien vous allez distinguer des patients qui sont susceptibles d'être plutôt douloureux chroniques vis-à-vis de patients qui ne seront pas douloureux chroniques. Et ça, il faut bien comprendre que quand vous allez lire la littérature là-dessus, eh bien, malheureusement, s'il n'y a pas ce contrôle qui est fait sur la nature des stimulations, immanquablement, vous aurez des résultats contradictoires. En tous les cas, cette baisse d'efficacité des contrôles modulateurs, c'est constaté assez régulièrement. Ça a été constaté dans la fibromyalgie. Alors on a dit chouette, on a quand même compliqué, enfin comprendre ce que c'est que la fibromyalgie, et vous verrez que malheureusement c'est pas vrai, puisqu'il y a des patients qui ont des contrôles modulateurs tout à fait efficaces sans que les CPM soient perdus. Alors, il y a une différence selon le sexe, je vous en ai parlé tout à l'heure. Effectivement, chez les femmes, la modulation contrôlée de la douleur semble beaucoup plus stable que chez l'homme. Elle est beaucoup plus stable, mais elle est moins efficace. Donc, là aussi, il faut savoir, l'incidence et l'intensité de la douleur neuropathique est aussi corrélée à une diminution de la modulation contrôlée par la douleur. Alors, ça pourrait être un facteur prédictif de douleur chronique, en particulier post-opératoire. On verra qu'il y a un travail de ce mois-ci qui l'a montré de manière beaucoup plus significative. Et donc le côté post-opératoire, alors ça c'est le travail dont je vous parlais. Vous savez, le genou, ça m'intéresse pas mal. Il y a quand même 20% de gens qui, après une prothèse de genou, présentent des douleurs, et il y a 100 000 prothèses posées par an. Donc ça fait 20 000 douleurs chroniques par an qu'on fabrique. Et il y a de moins en moins de gens pour la douleur, donc je pense que pour ceux que ça intéresse, il y a un avenir. Et donc, c'est quelque chose de totalement. Il a toujours été qu'on a distingué les gens qui avaient des douleurs chroniques et des gens qui n'en avaient pas, et puis vous voyez que l'un des grands facteurs discriminants, eh bien, c'est l'efficacité de cette modulation contrôlée, conditionnée de la douleur. Alors, c'est un travail qui est tout récent. Hein. Si vous associez ça au catastrophisme, au préopératoire, donc CPM plus catastrophisme, à 12 mois, là vous avez des chiffres qui sont tout à fait éloquents, où vous êtes quasiment sûr d'avoir des patients douloureux chroniques. Donc c'est une chirurgie fonctionnelle, la chirurgie du genou, n'oubliez pas. Est-ce qu'il faut opérer les patients? Est-ce qu'il faut essayer de gérer leur catastrophisme? Est-ce qu'il faut essayer de trouver quelque chose qui va augmenter ces contrôles modulateurs? Ça va être, c'est un autre enjeu à venir. Alors, c'est toujours un petit peu la même chose, puisque c'est la modulation contrôlée et conditionnée, c'est toujours quelque chose qui peut être lié à la qualité de vie à distance. C'est plutôt quelque chose qui est lié à une diminution de la douleur sur le plan clinique quand on a une modulation conditionnée qui est efficace. Et bon, dans tout ce qui est côlon irritable, intestin irritable, fibromyalgie, etc., comme je vous l'ai dit, ça a été contrôlé comme diminué. Chez le fibromyalgique, vous voyez, ça c'est ça qui est amusant, c'est qu'en fait, il y a toute une partie de la population qui a effectivement des contrôles modulateurs qui sont perturbés, hein, c'est 40% là, qui vont déclencher des manifestations d'hyperalgésie quand on fait une manip sur le conditionnement à la douleur. C'est le groupe de Serge Marchand qui avait réalisé ça, mais parallèlement, vous en avez quand même l'autre moitié qui a ces contrôles modulateurs qui sont parfaitement efficaces, donc on ne peut pas dire que ce soit par une diminution de l'efficacité qu'on va
pouvoir prédire ou pouvoir expliquer l'existence d'une fibromyalgie. Alors ça peut être intéressant aussi parce que on parle de résultats qu'on obtient, on a parlé tout à l'heure de la kétamine, et ça on verra ce que fait la kétamine sur les contrôles modulateurs. Mais si on fait de la kétamine chez les fibromyalgiques, effectivement, et si on tombe chez ceux-là, ça ne va jamais marcher, puisqu'ils sont déjà efficaces. Comme c'est pas fait, on ne peut pas savoir. Donc, sur les douleurs neuropathiques, on sait que globalement, plus il y a de contrôle modulateur, moins vous avez de risque de douleur neuropathique. C'est vrai pour la douleur post-ostérienne, c'est vrai aussi dans les céphalées, pour mon camarade Christian Lucas, et c'est vrai pour tout type de, globalement, douleur neuropathique, en particulier la neuropathie diabétique, des phénomènes neuropathiques post-chimiothérapie. Effectivement, il y a moins de contrôles modulateurs qui sont retrouvés. Alors, ces contrôles modulateurs, ils sont en lien avec des pathologies particulières, mais ils peuvent être aussi en lien avec nos recours thérapeutiques. Qu'est-ce que ça fait? Alors la kétamine, c'est un gros bordel. La kétamine, ça augmente parfois ces contrôles modulateurs conditionnés, et puis ça les diminue parfois. Alors, il y a encore des tas de questions, encore une fois, c'est une problème de manipulation, enfin d'expérimentation, etc. Il va falloir être très vigilant là-dessus, mais toujours est-il que ça pourrait être, dans certains types de pathologies, un indicateur de recours thérapeutique. La dexmédetomidine, par exemple, elle diminue ses contrôles modulateurs. Alors donc, on sait que la dex, ça ne marche pas bien sur la douleur, globalement. Peut-être que c'est à cause de ça. Il y a des gens qui disent que ça marche. Moi, dans les papiers que j'ai lus, on dit que ça ne marche pas. Bon. Les opioïdes, ça diminue ces contrôles modulateurs. Alors, on ne comprend pas vraiment. C'est un truc antalgique, ça diminue les contrôles modulateurs. Comment ça se fait? Peut-être qu'on n'a pas besoin de contrôle modulateur sur ces opioïdes. Il va encore falloir qu'on réfléchisse un petit peu. Mais c'est quelque chose qui peut être performant, en n'oubliant pas qu'on a affaire à ce moment-là à des humains, et puis que les humains, si vous leur dites qu'ils ont gagné le gros lot en respectant quelque chose, en essayant d'évaluer leur contrôle modulateur, s'ils gagnent 10 millions d'euros, ça va être plus favorable que si on leur annonce qu'ils ont perdu leur chien. Bon, d'habitude, je dis autre chose, mais je ne peux pas le dire aujourd'hui, parce qu'autrement, je vais me faire tuer. Donc... Mais donc, la motivation, alors la motivation, c'est toujours la motivation du manipulé, c'est toujours la motivation du manipulateur. Hein. Vous savez que quand vous faites une expérimentation, si vous dites « vous allez voir, ça va vous faire du bien », bien évidemment, vous amusez la réponse et que ce n'est pas toujours très judicieux. Mais toujours est-il qu'on a bien repéré que c'était des circonstances et que quand on évalue des modulations contrôlées et conditionnées de la douleur, eh bien, il faut être très rigoureux parce que vous avez des dispositifs qui sont actuellement vendus qui prétendent, par réalisation de QST, etc., d'évaluation sensorielle, des systèmes qui prétendent évaluer vos capacités de modulation conditionnée de la douleur. Et ça, c'est quelque chose qui va certainement entrer, en tout cas en recherche certainement, mais aussi avec une traduction clinique, une traduction thérapeutique, une traduction dans le quotidien. Moi, quand je vois que ça peut me prédire mes douleurs post-opératoires sur une prothèse de genou, globalement, ça m'intéresse, parce qu'il y a 20 000 patients par an, pas mal. Post-thoraco, ça fait partie de mes grosses interrogations. Pourquoi j'ai 50% de gens qui sont douloureux et pourquoi les 50% d'autres qui ont été opérés de la manière ne sont pas douloureux. Donc, savoir discriminer ce type de patient à risque, ça peut être quelque chose d'important. Je vous remercie. Il y a des
questions dans la salle? C'est pas simple, hein, cette histoire. C'est moins compliqué. C'est un peu complexe. Si un jour je fais quelque chose de simple, tu me préviens, c'est que je suis malade. Le million d'euros et le chien, ça j'ai compris. Ouais. En fait, c'est pas très difficile. Tu prends le truc de la batte de baseball, voilà. Et donc, tu as mal à la tête. Je te donne un coup sur la batte de baseball, tu avec toujours la même force. Et soit ce coup, tu le sens moins, soit tu le sens plus. Et selon que tu es femme ou homme, et toi tu es homme, eh bien là tu vas le sentir moins que ta femme qui va le sentir plus. Si tu as moins d'efficacité de tes contrôles modulateurs, globalement tu as plus de risques d'avoir des douleurs chroniques post-opératoires, d'entrer dans un groupe de fibromyalgie ou de, non pas vulvodynie, je sais pas quoi, en même temps que tu sois femme, vulvodynie. Tout ça, c'est ça que ça veut dire. Et on a maintenant des manips et des dispositifs qui vont permettre d'évaluer ça. Donc, toujours dans cette stratégie de médecine, en particulier périopératoire, on est quand même dans les gilards, de médecine périopératoire, est-ce qu'on n'a pas un intérêt à dépister ça avant, pour dire, dans la mesure où on a quelque chose qui est potentiellement thérapeutique ou qui permet potentiellement une adaptation, est-ce qu'on n'a pas intérêt à le dépister avant pour éviter d'opérer Monsieur Duglandu qui va, tant que le pronostic vital n'est pas engagé, qui va diminuer, enfin qui va avoir des risques de douleur chronique post-opératoire. En fait, c'est ça. Au film, il en aurait pu durer 5 minutes. Mais Michel, pour les effets d'attente, donc dans le contrôle modulatoire, ça a été bien démontré avec par exemple des fantassins prêts à monter au front, ils sont prêts en préconditionnement à avoir une jambe arrachée par une grenade, etc. Et les mêmes individus à la vie civile victimes d'un attentat, le vécu de la douleur va être tout à fait différent avec cet espèce de préconditionnement psychique qui va avoir un effet sur les contrôles modulateurs. Oui, mais ça, les contrôles modulateurs n'échappent pas au côté. C'est pour ça que c'est toujours bien défini comme étant quelque chose de psychophysique. Et c'est cette évaluation globale, finalement, par un système matériel, c'est cette évaluation globale qui est intéressante. Juste une remarque aussi pour aller dans le sens de votre patient. C'est vrai que la notion de trajectoire individuelle prend tout son sens en fait, parce que ce que tu as présenté tout à l'heure, c'est un exemple parmi d'autres. Maintenant, on travaille de plus en plus dans les trajectoires, mais pour ça, il faut avoir l'histoire clinique du patient, mais dans son moindre détail, parce que là, ce qui est dit, c'est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il y a probablement des accidents de parcours avec des systèmes qui fonctionnent moins bien. Pourquoi est-ce que dans le syndrome des fibromyalgies, on met beaucoup de choses, parce qu'on ne sait pas en fait définir précisément ce qu'est une fibromyalgie, pourquoi on n'arrive pas bien à la traiter. Bon, je pense qu'on va avoir la même chose avec les Covid longs, parce que là, il y a des douleurs qui apparaissent, qui, évidemment, pour certaines, n'ont rien à voir avec la Covid, mais du coup, comme c'est un fourre-tout, pour le moment, on est en train d'essayer de faire du tri, eh bien, c'est des situations extrêmement compliquées. Je finis sur un point. Daniel Lebar était en conflit avec Jean-Marie Besson, parce qu'ils n'étaient pas d'accord, en fait, sur ce système de contrôle et des flux à l'intérieur. C'est vrai que c'était pas facile. Hein. Donc, c'est dire que la physiopathe de la douleur, moi j'avoue que j'ai encore beaucoup de mal, sincèrement. Et quand il faut effectivement l'expliquer, ben, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. C'est même, il faut plusieurs heures en fait pour arriver à comprendre et expliquer ce qu'il en est. Eh bien, pas d'autre. Oui, Craig. En pratique, les gens qui ont des contrôles modulateurs qui fonctionnent bien, d'autres moins bien, est-ce qu'il y a des moyens, soit en luttant contre le catastrophisme, soit médicamenteux, de les améliorer pour justement essayer de... Parce que, à la rigueur, si on ne sait pas les mesurer, on pourrait dire on va lutter contre tous, et puis ceux qui ont déjà des contrôles modulateurs qui fonctionnent bien, ben, tant mieux, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, sur les autres, on va avoir un effet, c'est sur cela finalement qu'on veut agir. Est-ce qu'il y a des
des choses qu'on peut faire changer dans nos pratiques pour améliorer ça chez nos patients? Alors, l'un des grands trucs qui est corrélé véritablement avec la modulation conditionnée de la douleur, c'est le catastrophisme. Et le catastrophisme, c'est quelque chose qu'on retrouve comme prédictif dans toutes les opérations chirurgicales en particulier. Et donc, oui, il faudrait qu'on ait des thérapies. Alors ça, j'ai regardé les camarades psychologues. Je leur demande, je leur pose la question, trouve-moi quelque chose en 1 heure pour virer le catastrophisme, quoi. Et elle me dit, c'est pas possible. Le problème, c'est que de l'autre côté, j'ai le chirurgien qui crie en disant, moi je vais opérer, je vais opérer. Et donc, voilà, c'est très désagréable. Donc, comment lutter contre le catastrophisme? Et finalement, 5 séances d'1 heure faites au domicile par l'intermédiaire d'Internet, ça pourrait apporter quelque chose. Bon, voilà. Catastrophisme, oui. Et puis, ça fait... On en revient toujours. On individualise, on a des patients. On a fait un travail, il y a quand même un petit moment, où on s'est aperçu en consultation d'anesthésie, on repère le catastrophisme, s'il est supérieur à la moyenne des gens qui sont reçus, ils buvent 3 fois plus de morphine que les autres. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. On a un travail actuel sur le parcours FIV. Donc on prend des patientes, alors on comparait les endométriosiques, les non-endométriosiques. On a plus de non-endométriosiques. Bon, c'est bien, on va prendre on regarde cette population-là. Il y a des catastrophistes, il y a des pas catastrophistes. Dans le parcours FIV, bon, vous prenez un ovocyte, vous prenez un spermatozoïde d'un monsieur X, et puis vous les mélangez, puis vous regardez ce que ça fait. C'est censé faire un œuf que vous avez implanté. Le problème, c'est que les catastrophistes, elles ne réussissent pas à faire les œufs. Un petit peu emmerdant quand même. Donc, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, c'est sur 180 patientes quand même. Il y a encore des tas d'interrogations à avoir. Donc, effectivement, le catastrophisme, il faut l'évaluer. Alors, la technique des CPM, c'est quelque chose qui peut permettre de dépister plus rapidement, d'individualiser. Je crois qu'on va y arriver un jour, d'une manière ou d'une autre, hein, et ça sera... Et on dira, bah oui, celui-là, il faut faire plus attention. Alors, comment il faut faire plus attention? Est-ce que, et c'est pour ça que je voulais parler des médicaments, est-ce qu'il faut mettre de la clonidine, qui semble plus efficace là-dessus? Est-ce qu'il faut mettre de la kétamine? Ou est-ce qu'il faut mettre... Bon, alors, pour l'instant, on est empirique. On va mettre moins de morphine, plus de clonidine, plus de lido, plus de catapréssant, etc. C'est encore à réfléchir.